film a été tourné, tout simplement, en première question. Enfin, tu as tourné en... Toute la partie finale en Normandie, tu as tourné où? Tu sais? Tu te souviens? Oui, c'est près de... Oui. C'est des endroits près de Varangeville, Dieppe. C'est près de Dieppe? Ouais, voilà. D'accord. C'est dans cette zone-là. Vous aviez reconnu, non, certaines? Ouais. Ouais. Et voilà. C'est très beau. J'étais très heureux. Et d'ailleurs, à ce sujet, dans le scénario, il n'y a pas du tout la mer. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, lorsqu'une région aide un projet, il aide un projet qui n'est pas forcément censé être tourné dans cette région-là. C'est-à-dire qu'il y a, à partir du moment où j'ai su que j'allais tourner en Normandie, j'ai adapté toute la fin du film à la région. Et quand j'ai découvert donc cette maison splendide, enfin là où le personnage de Juliane voit son mari avec son amante, enfin tout ce qui est tout le grand jardin comme ça. C'était d'ailleurs des gens absolument merveilleux qui nous ont accueillis, autorisés à tourner là. Derrière, il y a la forêt. Enfin, je respecte absolument les lieux d'ailleurs. Hein. Derrière cette maison, il y a vraiment la forêt où elle le poursuit après, et tout de suite après, il y a le phare et la mer. Voilà. Donc, quand on fait les repérages, tout ça, je me suis dit, mais le phare, tout ça, c'est tellement bien qu'il faut le mettre dans le film. Voilà. Donc, c'est arrivé. Mais c'est une façon. De toute façon, comment dire ça? Le scénario, quand j'écris un film, il est toujours une espèce de base de travail qui est suffisante pour intéresser des gens, pour donner de l'argent, pour trouver des acteurs, etc. Et à partir du moment où j'ai les acteurs et où je sais où je vais tourner, je réécris le scénario, en fait. Enfin, je réécris pas tout le scénario, mais j'adapte le scénario au lieu. Ça vaut pour la Normandie, mais ça vaut aussi pour les autres, voilà, ce qu'on a trouvé à Paris, enfin, en région parisienne, pour tourner la maison où le couple habite. Enfin, c'est là où le film devient concret, puisqu'en fait, il s'incarne dans les décors avec les acteurs. Donc, je retravaille avec les acteurs, j'imagine le film avec les décors que j'ai pour tourner. Voilà. Et pour moi, c'est la garantie que le film, il aura quelque chose de vivant, parce que ça sera... C'est pas, je plaque pas des situations, je me dis pas, ah bon, bah, je voulais tourner avec telle actrice, ou je voulais tourner avec dans tel décor et tout ça, et en fait, bon, bah, j'ai pas ça. Donc voilà, je fais le contraire, c'est-à-dire que avec ce que j'ai, j'essaie de le filmer au mieux. Voilà. C'est un peu une démarche... Enfin, voilà, c'est ma démarche depuis quelques films. Enfin, plus je fais des films, plus ça fonctionne comme ça. Alors, moi, j'aimerais que tu nous parles un peu, parce que j'ai cette sensation que dans ton cinéma, c'est très écrit, non? C'est un projet qui est vraiment très, très élaboré, très écrit, que tu présentes à tes comédiens, à tes producteurs. Tu laisses pas place à aucune improvisation. Moi, j'ai cette sensation-là, ou très peu. En fait, oui, le scénario, il est très écrit, mais comme je le disais juste là, en fait, ce qui se passe, c'est une espèce de version qui permet de travailler. Et avec les acteurs, on a répété quand même, pas tous les jours, mais pendant 2 mois, mais vraiment pas tous les jours, puisqu'il y a aussi des décors à trouver, tout ça, le temps de la préparation. Et pendant ce temps de travail, je le réécris, le scénario. Je réécris parce que je l'adapte aux acteurs. Et donc, ça donne... et en plus, on se met autour d'une table, et puis on discute un peu comme on fait au théâtre, en fait. Sauf qu'avec c'est un texte c'est pas du Shakespeare, donc on peut y toucher beaucoup. C'est pas du marbre. Et donc, avec les acteurs, je précise, en fait, les personnages. Je précise plein de choses, et puis ils me disent des phrases, et donc... bon, je peux citer par exemple une phrase à un moment donné dans l'hôtel, Juliane va s'en aller, elle va voir la petite fille et elle dit
quelque chose du genre, moi avec ma fille, on se promettait tous les soirs quelque chose. Voilà. Bon, bah, ça c'est une phrase de Sophie Marceau, c'est pas moi qui l'ai écrite, elle m'a dit, mais moi je faisais ça avec ma fille, et j'ai trouvé ça très bien, et donc je l'ai inclus dans le film. C'est un détail, mais il y en a plein en fait, des choses comme ça. Donc c'est très écrit, oui, mais c'est écrit avec les gens qui vont faire le film. En fait, Oui, voilà. qui les incarne. Qui les incarne, parce que je pense que c'est la garantie que quelque chose sera vivant, parce que moi j'ai pensé, j'ai écrit des phrases qui valent ce qu'elles valent, mais ensuite c'est eux qui vont les dire, et parfois elles ne sont pas tout à fait justes, soit dans la formulation, hein, tout simplement, ou soit par rapport au personnage. De temps en temps, un acteur dit, mais je peux pas, je pense que Juliane ne pourrait pas dire ça. Alors on se demande pourquoi, et en se demandant pourquoi, on améliore encore le scénario. Mais je suis d'accord qu'au final, on a l'impression de avoir quelque chose d'écrit. Mais c'est quelque chose d'écrit en mouvement, c'est pas quelque chose... Au tournage, effectivement, c'est assez peu... Du coup, comme on a beaucoup travaillé avant, au tournage, je change très peu de choses sur l'écriture, enfin, sur les dialogues, de temps en temps. Alors c'est un sujet qui est assez ambitieux quand même, parce que j'ai l'impression que tu as voulu... tu voulais traiter de plein de choses, en tous les cas, de faire le portrait d'un couple, mais d'une femme surtout, de la psyché comme ça, enfin très moderne comme ça, enfin de quelque chose de l'époque, dans la manière dont tu abordes le personnage de Sophie Marceau, et surtout, enfin quand on connaît la finalité de l'histoire, quoi, quand même, qui est quand même à travers cette femme qui est une femme trompée, ou quelque chose, une situation, enfin que ce soit un homme ou une femme, mais une situation plutôt classique, et qui arrive tout le temps, et fait partie de nos vies. Mais tu as vraiment voulu montrer ce dysfonctionnement à un moment donné de cette femme qui est tout à fait dans la norme, qui est commissaire de police, et qui à un moment donné se rend compte qui fait tout un cheminement sur sa personnalité. Comment tu as voulu qu'est-ce que tu as voulu un peu nous raconter? Parce que moi j'ai la sensation que tu veux nous parler vraiment d'une femme très de son époque, avec qui ne supporte plus certaines choses, peut-être d'être trompée en général, mais le mensonge peut-être, quelque chose d'une violence extrême. Non, je sais pas. Si, si, Peut-être. mais c'est compliqué. Alors, euh, oui, bien entendu, il y a quelque chose qui est lié enfin, je pense que le film... enfin, j'essaie de répondre à quelque chose que tu dis. Le film est en prise avec quelque chose qui se passe dans la société en général, qui est effectivement la reprise en main, heureuse, voilà, enfin, tout ce mouvement qui est né de MeToo, tout ça, la reprise en main un peu de leur existence et de leur destinée par les femmes qui, effectivement, s'il y a eu des avancées, s'en est loin du compte. Voilà. Donc il y a quelque chose qui résonne bien sûr avec ça, puisque la personnage principal du film découvre qu'au fond, quelque chose dans ce monde-là ne va pas, qu'il y a une trahison. Quelque chose s'effondre de ce monde-là. Voilà, donc ça, bon, bah, je dirais c'est un peu la base du truc, enfin de ce que j'ai, enfin, disons, bon, il n'y a pas de message particulier, mais disons ça. Peut-être ça témoigne de ça. Mais d'un autre côté, je crois que le film, tel qu'il est conçu et tel qu'il est fait, n'est pas exactement non plus synchrone. C'est-à-dire que comment dire, la forme du film enfin, propose quelque chose qui n'est pas non plus... enfin, je veux dire, c'est pas un film comment dire, social Non, ou pas, militant. pas démonstratif. Pas démonstratif, qui est plutôt, Ouais. donc, comme je le disais quand je l'ai présenté, plutôt de l'ordre d'une sorte de conte où il y a une belle, une bête... des maisons qui sont un peu comme des châteaux, une forêt obscure, enfin, il y a un côté un peu comme ça, et puis il y a quelque chose, moi, qui m'a... Bon, alors au fil du temps, je m'en suis aperçu, parce que quand on écrit, parce que quand on commence... Quand je parle du film, j'ai l'impression que je peux donner l'impression de contrôler beaucoup de choses, mais en fait, je contrôle un peu des choses, mais il y a beaucoup de choses qui m'échappent, et je finis par comprendre, en fait, ce que j'ai voulu faire. Un peu. Des fois, il faut des années. Mais des fois, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui me le dit.
quelqu'un me dit pose des mots sur le film, et je me dis ah oui, mais ça c'est quand même assez juste ce qu'il est en train de dire par rapport au film. D'ailleurs, tu tournes dans la chronologie ou pas du tout Alors attends, parce que là, il faut que je juste terminer ma phrase, mais je vais te répondre. Pardon. Et donc je me suis aperçu, oui, qu'il y avait ce côté conte avec le côté elle doit passer des épreuves en quelque sorte pour arriver à reprendre quelque chose de son existence. Puisqu'en fait, je pense que vous l'avez perçu, à la fin, elle reprend son nom de jeune fille qui, bon, symboliquement dans le film, veut dire qu'elle reprend quelque chose, enfin, elle reprend sa destinée en main, d'une certaine manière. C'est-à-dire avec une sorte de... C'est comme si elle revenait un peu à une sorte d'origine, ou après être passée par toutes ces épreuves. Et par un jeu, je crois, qui est un jeu un peu de plongée, parce qu'il y a de plus en plus de rêves après, donc plonger un peu dans l'inconscient, avec tout un système d'écho, puisque tout est en écho permanent. Ça commence par un homme dans une forêt, enfin au bois de Boulogne, et puis ça s'amène allongé, puis ça s'amène pareil à la fin. Donc il y a un truc, voilà, toutes les choses sont comme ça, et c'est comme une... C'est là où je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas formellement, disons, dans le film, ne correspond pas exactement, disons, aux attentes actuelles. Voilà. Qui peut surprendre, dérouter peut-être certains spectateurs. Mais le sujet, lui, me semble voilà, raconter des choses qui sont voilà, d'une actualité, mais c'est un peu simple. Oui, je tourne dans la chronologie presque, parce que j'ai constaté aussi une chose, c'est que lorsqu'on tourne dans la chronologie, ou presque, on ne peut pas exactement toujours tourner dans la chronologie, parce que c'est des questions de décor ou de disponibilité des comédiens qui ne sont pas forcément libres à telle date. Donc forcément, on est obligé d'aménager un peu les choses. Mais globalement, la fin, elle tourne à la fin, le début tourne au début. Et il y a une raison simple, c'est que j'ai constaté que lorsque... moi, je ne suis pas du tout acteur. J'aime beaucoup travailler avec les acteurs, mais je me sens... Bah bon, enfin, pour être acteur, il faut aimer être regardé. Moi, j'aime pas beaucoup qu'on me regarde. Et donc, je préfère que ce soit les autres qu'on regarde, et les acteurs sont là-dessus, ils aiment ça, on va dire. Et je ne connais pas bien les acteurs de l'intérieur, mais j'ai constaté, moi j'ai une expérience comme ça de l'extérieur en quelque sorte, j'ai constaté que pendant le temps d'un tournage, ils vivaient au fond ce qui était dans le scénario, leur personnage. Et donc, ça veut dire que si je tourne la fin au début, ça veut dire que Sophie Marceau, elle n'a pas vécu tout ce qu'elle a vécu pendant la durée du film. Et ce qu'elle a vécu, c'est une chose qui est, comment dire, un peu impalpable, on peut pas, mais ça se dépose en fait dans son regard, dans ses jeux, dans son jeu, dans son être, dans son corps même. Et donc, tourner la chronologie, c'est un peu se garantir qu'il y a une justesse en fait de l'expérience vécue du personnage par l'acteur. Voilà. Et j'ai constaté à chaque fois que ça marchait en fait ça, que c'était quelque chose d'important. C'est comme par exemple, c'est toute proportion gardée bien sûr, mais dans une pièce de théâtre, comme les acteurs jouent sur une scène pendant 2 heures, et ben à la fin ils ont accumulé tout ce qui s'est passé. Ça paraît presque un truisme ce truc-là, mais dans un tournage c'est plus difficile puisque on découpe beaucoup les scènes et puis c'est voilà. Mais tout de même il y a quelque chose comme ça qui se joue. Merci beaucoup Jean-Paul. Vous avez peut-être des questions et certainement des questions pour Jean-Paul. Qu'est-ce qui a inspiré ce film? Qu'est-ce qui vous a inspiré ce film? C'est toujours la question la plus compliquée, c'est-à-dire je ne sais plus. Vous savez plus, c'est vrai? C'est difficile. En fait, ce qui s'est passé, je peux peut-être donner 2 ou 3 trucs, c'est que quand j'avais, donc le précédent film est sorti en 2018, oui, 2018, mais il a été fini en 2017, et j'ai mis 1 an à pouvoir écrire, j'arrivais pas à écrire, c'est-à-dire que ça c'est le 10e film, hein, donc j'en ai écrit, je sais écrire, enfin j'arrive un peu à écrire quand même, donc j'arrivais pas, j'étais bloqué, et puis vraiment là, je m'asseyais au bureau et c'est comme si la table me repoussait, quoi. Je tenais pas en place, voilà, pendant 1 an. Et puis cette histoire est arrivée dans ma tête et je l'ai écrite en 1 mois et demi, je crois. Voilà. Et ça correspond à peu près à ce que vous avez vu. Et je l'ai retravaillé après, mais disons globalement c'était ça l'histoire. Voilà, c'était le truc. Alors comment c'est venu?
J'avoue que je ne sais plus. Bon, il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé, j'ai donné 2 ou 3 interviews, mais il y a un truc dont je n'ai pas encore parlé, je m'étonne d'avoir oublié d'en parler, c'est que j'ai lu un livre qui m'a un peu interloqué, qui est un livre d'un philosophe qui est mort maintenant, qui s'appelle Jean-Paul Curnier, et qui a écrit un livre qui s'appelle Philosopher à l'arc. Et c'est un homme qui a beaucoup écrit sur l'art, sur la politique, tout ça, et il a écrit ce livre, est une sorte de... Comment dire ça? C'est une sorte de témoignage de ce qu'il a vécu après une grave maladie. Il s'est reconstitué en chassant à l'arc. Moi, j'aime pas la chasse, hein, donc voilà. Donc, mais ce qu'il écrivait, c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce que la chasse à l'arc, je ne savais même pas que ça existait en France. Je pensais que les chasseurs avaient tous des fusils, mais comment? Et d'ailleurs, il dit dans son livre que pour chasser à l'arc, alors sa carte, il faut d'abord tirer au fusil. Et que les chasseurs à l'arc, c'est un peu les intellectuels des chasseurs, en fait. Il y a un truc un peu comme ça. Bon. Et puis, il décrit une chose, parce que la chasse à l'arc, ça veut dire pister, en fait. Ça veut dire, c'est ce que raconte hein, le personnage. J'ai mis, en fait, des phrases de Jean-Paul Curnier voilà. Et je me souviens, ça m'avait beaucoup frappé, ce truc, parce que, bon, en plus, il va très loin, puisque lui, il faut manger l'animal. Mais il faut manger l'animal comme on devrait le manger, en fait. C'est-à-dire, c'est comme un rituel, quasiment en priant avant, longuement sur le corps, avant enfin, de vivre avec lui. Voilà. C'est pas juste un truc dans un sachet en plastique qu'on achète au supermarché. Donc, je sais pas, moi qui suis très loin de tout ça, qui n'ai jamais eu des expériences comme ça, je lis ce livre et j'étais un peu interloqué, je sais pas, je me suis dit, c'est quand même, il y a un truc puissant là-dedans. Voilà. Ça ramène à des choses qu'on vit. Bon, moi je vis pas ça, mais je peux sentir quelque chose de ça, je sais pas comment, mais ça m'a pas paru non plus un univers complètement abstrait. Et donc, parce que voilà, je me suis dit, tiens, c'est marrant, et je pense que le film est un peu né de cette lecture, en fait. Voilà. Il est un peu né de cette lecture, et après, il est né de la volonté d'écrire aussi, parce que comme j'avais fait un film avec beaucoup de personnages qui duraient 2 heures et quart, avec une forme qui est la forme de la chronique, c'est-à-dire la forme de la chronique, c'est on juxtapose des scènes qui n'ont pas forcément de lien de cause à effet. Qui n'ont pas, voilà. Et c'est donc, on voit un peu des gens vivre, là, moi, en l'occurrence, c'était dans une fac, donc ils vivaient comme ça, et j'avais envie de faire un peu le contraire, c'est d'avoir une ligne droite. Voilà, une ligne droite avec une bifurcation. Mais elle est arrivée, je ne sais plus comment elle est arrivée, c'est-à-dire à un moment donné, on change d'histoire. En fait, on ne change pas d'histoire. Mais ça a l'air de changer d'histoire, puisqu'elle s'occupe ensuite de ce couple sur l'autoroute qu'elle amène dans un hôtel. Bon, c'est évidemment en miroir avec sa situation à elle, et puis il y a quelque chose qui a à voir avec la violence qui est jouée là, et c'est ce que je disais par rapport au conte, c'est-à-dire c'est comme si tout à coup le génie du conte, elle lui dit bah, ah, tu veux faire ça, alors tiens, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire là, dans cette situation-là? En misant sur le fait que ça pouvait être quelque chose d'un peu jouissif pour le spectateur, de tout à coup de se dire mais où on va, quoi, enfin c'est quoi ce truc, voilà, on sort de l'histoire là tout à coup, bon. Et c'est vrai que c'est pas si fréquent dans les films au fond, donc j'avais aussi envie. Bon, ça c'est autre chose, j'aime bien de temps en temps faire des choses qui ne sont pas tout à fait, comment dire, qu'on ne fait pas. Voilà. Bon. Des choses qui ne sont pas attendues. Oui, voilà, inattendues, comme la musique, tout ça, enfin, des choses qui sont des choses un peu, même des fois qu'il ne faut pas faire, parce que même le film d'avant, bon, c'était faire parler des jeunes gens sur le cinéma pendant 2 heures et quart. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc de temps en temps, je me dis, tiens, et si je faisais ça, bon, voilà, parce que moi, je trouve que ça se fait, donc j'ai pas... Voilà, donc je ne sais pas si je vous ai répondu, mais c'est un peu obscur pour moi-même, voilà, c'est un peu venu comme ça. Voilà. Et puis, il y a une question qu'on m'a posée plusieurs fois, donc j'y réponds tout de suite. Sophie Marceau, je n'y ai pas pensé tout de suite. Voilà. J'y ai pensé plus tard, bien plus tard, en fait. Quand c'est vraiment, quand le film s'est mis en route, et qu'il a fallu trouver une actrice, voilà, une actrice de cet âge-là, il n'y en a pas 10 000. Comme vous l'avez vu, c'était pas pour faire un coup commercial non plus. Et pourquoi elle? J'arrive. Pardon? Pourquoi elle? Pourquoi elle? Alors, oui, alors il y a une raison, il y en a plusieurs. C'est la première, c'est que je pense que c'est
En fait, il y a une raison très subjective. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, quand j'ai vu... Parce que les gens qui s'occupent du casting vous donnent une liste. Donc voilà, vous pouvez réfléchir à partir de... Vous avez des noms comme ça, donc là, oui, tiens, pourquoi pas elle, etc. Et quand j'ai vu son nom, je me suis dit, c'est elle voilà, je pense que c'est plutôt elle. J'ai pensé que j'avais pas vraiment d'image d'elle, bizarrement. C'est-à-dire que c'est une femme qui est extrêmement connue de tout le monde. Mais quand je pense à elle, quand je pensais à elle, rien ne se fixait vraiment dans ma tête. J'arrivais pas, vous voyez, si je pense par exemple à Isabelle Huppert, j'ai une image d'elle dans la tête. Je sais ce qu'elle est, je sais pas comment dire. Sophie Marceau, pour moi, c'était plus étrange. Alors j'ai vu des films avec elle, et puis je me suis aperçu que je n'en ai pas vu tant que ça, au fond, surtout toutes ces dernières années, parce que je vais pas voir les comédies qui sortent à G continu comme ça. Voilà. Donc elle en fait beaucoup. Donc voilà. Pour moi, ça me ramenait ce que disait tout à l'heure Jean-Marc, c'est-à-dire au film de Zulaski ou de Piala, ou alors le James Bond qu'elle a fait que j'aime bien. Donc je crois que c'était lequel d'ailleurs? je sais pas comment il s'appelle. J'ai oublié son nom, mais Il y a des spécialistes. je trouve que c'est une super méchante dans le film. Elle était pas mal d'ailleurs. Oui, elle est très bien. Mais le film c'est plutôt un bon James Bond, si on aime comme ça. Le James Bond avec Sophie Marceau, c'était lequel? Un monde ne suffit pas. Un monde ne suffit pas, ouais, c'est ça. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, ne peut pas être programmé à la Cinémathèque parce qu'ils n'ont pas les droits pour le faire. Ah oui? Parce qu'il y a une rétrospective à la Cinémathèque de quelques films. Bah, pourtant, ils ont repris tous les James Bond là. Voilà, et la deuxième raison, c'était que par rapport au personnage, j'ai pensé que, comme c'est un personnage qui est donné au début comme quelqu'un d'assez dur, un peu intransigeant, un peu rigide, un peu comme ça, rigoureux, rigoriste, un peu comme ça, avec la loi et tout, qu'elle allait amener, à la fin du film, avec elle, il y aurait quelque chose, il y aurait une chaleur qui arriverait quand même. C'est-à-dire que si j'avais choisi par exemple Isabelle Huppert, eh bien, qui aurait fait ça magnifiquement, mais enfin, encore que je pense que l'arc, ça lui aurait posé un problème. Mais bon, en tout cas, j'aime beaucoup, c'est pas du tout une critique. Donc, elle aurait cette froideur nécessaire pour le début du film, mais à la fin, je suis pas sûr qu'on aurait été, sinon touché, un peu quand même plus proche d'elle. Voilà. Et avec Sophie Marceau, j'ai pensé que par rapport au personnage, c'était bien parce que j'ai pensé qu'à la fin, ça ne devait pas être juste une démonstration théorique, ce film, il devait y avoir quand même quelque chose d'émotionnel dedans, et que Sophie Marceau pouvait apporter ça. Voilà. C'est ce que j'ai pensé pour me choisir. Oui, s'il vous plaît. Donc la musique, elle a été écrite en fonction des scènes ou elle a été écrite avant? Parce que je trouve qu'elle colle bien avec l'ambiance du film. Non, c'est une musique, c'est une musique de Valentin Silvestrov, je le prononce à la française, qui est un compositeur ukrainien, qui doit avoir 85 ans, quelque chose comme ça, qui est un compositeur identifié dans la musique contemporaine, enfin, il n'est pas connu de façon populaire, mais dans la musique contemporaine, c'est quelqu'un de connu, qui là d'ailleurs a fui Kiev, il y a eu des images dans son... et qui est très détesté d'ailleurs par les soviétiques, enfin les soviétiques, pourquoi je dis ça? Enfin si, je sais pourquoi je dis ça. Par les Russes. Et donc, bah oui, mais bon, encore avec un nostalgique du pouvoir soviétique. Et donc, il y a une petite vidéo bon, excusez-moi, c'est une petite digression, mais c'est mon plaisir, là, sur la musique, parce que je suis très mélomane, tout ça. Il y a un musicien, un pianiste qui s'appelle Alexis Loublimov. Il y a une vidéo qui a circulé sur Internet où on le voit jouer du Schubert dans un petit concert, comme ça, assez peu de monde. Un interprète, il y a beaucoup de disques, vous trouvez en France beaucoup de disques avec lui. Et en fait, après le Schubert, il doit jouer Silvestrov, parce que Silvestrov a beaucoup écrit pour le piano aussi. Et là, débarquent des militaires, des flics, pour arrêter le concert. Donc, c'est pour vous dire à quel point Silvestrov est quand même une persona non grata il prétexte qu'il y aurait une bombe dans le bâtiment, enfin un truc vraiment délirant. Voilà, tout ça est filmé avec des portables, on peut voir ça sur Internet. Bref, donc ce compositeur que je connais depuis longtemps, j'ai écrit le scénario avec sa musique, et il est beaucoup édité par le label ECM. Et donc j'écrivais comme ça, et puis
Il m'est arrivé plusieurs fois d'écrire des scénarios avec une sorte d'atmosphère autour de moi, comme ça, avec cette musique, mais après, quand le film est fait, on ne met pas cette musique-là parce qu'elle ne convient pas en fait au film. Et donc parce que contrairement à ce qu'on pense, des fois j'entends, bon, on met de la musique, tout à coup, bon, voilà, les images sont supprimées. En fait, ce que j'ai constaté au fil de tous ces films, c'est que il y a les images rejettent la musique. C'est pas du tout obligatoire que ça marche. Ça paraît une évidence, c'est pas une évidence, mais voilà. Et là, on a essayé, ça marchait. Voilà. Donc, et donc, ce n'est pas une musique qui est composée pour le film, c'est une musique que j'ai empruntée à toute la discographie, enfin, toute l'œuvre, en tout cas dont on dispose en disque. Il y a beaucoup de morceaux, des choses prises à droite à gauche dans son œuvre. Et effectivement, je trouvais que ça donnait au film un côté un peu opératique aussi qui me plaisait beaucoup. Alors, il faut dire que quand même, bon, c'est une grande spécificité du cinéma de Jean-Paul Silverac, c'est l'utilisation de la musique, hein, et de la musique classique. Enfin, voilà, parce que dans tous tes films, tu as une manière très particulière d'aborder la musique. D'ailleurs, moi j'ai toujours pensé, enfin, d'ailleurs ton cinéma était toujours hyper exigeant par rapport à ça, mais pas que d'une manière sur une pause comme ça sonore, c'est que il accompagne ou distend le plan. C'est plus du tout le même plan qu'on peut voir d'ailleurs d'une certaine manière, et que tu as une approche, moi je trouve très moderne de l'utilisation de la musique classique. Par exemple, on pense beaucoup, on pense beaucoup à, moi j'ai toujours pensé à Godard, par exemple, dans une grande partie de tes films, des premiers en tous les cas, dans la manière d'utiliser la musique c'est très millimétré, hyper précis. Tu coupes pas, enfin il y a vraiment quelque chose. On sent que c'est pas du tout un rajout. Et ce que enfin, on prenait l'exemple des provinciales, on le voit dans Une femme de notre temps, mais euh, avec les pièces que tu utilises, mais dans les provinciales, il y avait quelque chose qui accompagnait le film aussi d'un élan. Je sais pas quel était le compositeur, il y a quelque chose de très, je sais pas si c'était Vivaldi ou je sais pas. C'était Bach. C'était Bach, pardon, excuse-moi. Et du coup, enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est hyper important pour toi, enfin, de l'utilisation de cette musique-là. Enfin, dans tous les films, il y a quand même quelque chose de très précis là-dessus. Oui, c'est vrai. Enfin, Godard, je crois pas, mais enfin, ou alors j'espère que tu as raison. Non, mais dans l'utilisation très technique de. Non, oui, enfin, oui, non, mais oui, non, mais si tu veux dire qu'il a un rapport fort à ça, et que moi aussi, on aurait du coup un point commun. Mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que là, sur les provinciales, la musique de Bach était écoutée par le personnage. C'était la musique qu'il écoutait, qui était un peu un signe, disons, de sa pureté pour lui-même. Enfin, je veux dire, il pensait que c'était cette musique qu'il fallait écouter, tout ça. Bon. Là, la musique est plutôt un personnage du film, qui serait un peu en écho avec ce que vit le personnage. Et donc, au début, la musique dans le film, je crois, elle est un peu, au tout début, elle est un peu, entre guillemets, normale, c'est-à-dire qu'elle accompagne le film, elle crée une certaine atmosphère, et plus ça va, et plus elle s'autonomise, plus elle devient plus curieuse, il y a beaucoup de cuivre, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça finit par ressembler à une scène de théâtre, enfin des choses comme ça. Et je pensais que que ça allait aussi avec ce personnage-là, parce que ce personnage, me semble-t-il, il est au début, c'est une femme trahie, donc c'est un drame adultérin, on va dire, enfin voilà, comme ça. Mais quand elle découvre que sa sœur est peut-être morte à cause de son mari, après l'avoir trompé, à ce moment-là, elle est comme investie quelque chose qui la dépasse elle-même, d'une autre mission. Elle est comme missionnée, elle est comme... Et donc du coup, de ce point de vue-là, elle devient un peu plus un personnage c'est plus une tragédie, c'est-à-dire qu'elle doit accomplir quelque chose qui la dépasse elle-même, à la fin, elle n'est pas seulement celle qui se venge du terre, elle venge une autre personne qu'elle-même. Et donc, la musique, elle accompagne aussi ça, c'est-à-dire qu'elle elle devient comme une musique d'opéra, de tragédie, elle a quelque chose un peu, elle devient plus énorme, elle s'autonomise un peu plus.
Ça, c'était un pari. Voilà. Je conçois que c'est quelque chose qu'on peut ne pas aimer, hein, d'ailleurs, c'est pas du tout... Mais en tout cas, c'était très volontaire, puisqu'il y a des gens qui n'aiment pas la musique dans ce film, parce qu'elle la trouvent trop grosse, d'une certaine façon, trop là, quoi. Ouais, je sais pas, mais pour moi, elle est... Alors, c'est-à-dire que quand je ouais. Bon, c'est-à-dire que c'est un truc qui, pour moi, est à la fois, en tant que spectateur, je ne parle pas pour mon film, mais quand je suis spectateur d'un film qui utilise la musique de cette façon-là, je sais qu'en moi, il y a deux choses qui se créent. C'est que d'un côté, je trouve ça très étonnant. Alors du coup, j'ai une sorte de distance, parce que si je trouve étonnant, bon, je ne suis pas dedans. C'est incroyable de faire un truc pareil. Par exemple, au tout début d'un film assez beau de Terence Davis qui s'appelle The Deep Blue Sea. Ah ouais, une merveille. Alors, une merveille, voilà. On a le concerto pour violon de Samuel Barber, donc sur le générique, et puis ça continue. Et ça dure un quart d'heure. Tout le début du film. Un film avec Rachel Weisz, qui est absolument magnifique dans le film d'ailleurs. Ça, personne ne fait ça. Donc quand je vois ça, je me dis, c'est incroyable de faire un truc pareil, donc j'ai une sorte de licence. Et à la fois, je suis complètement dedans. Je suis complètement charmé par ça et je vibre avec cette musique et tout ça. Donc c'est double. C'est une situation où je ne suis pas un spectateur qui est dedans, de façon immersive, ni un spectateur qui est derrière. Je suis les deux en même temps. Et c'est une situation, pour moi, au cinéma, que j'aime beaucoup. Voilà, que j'aime beaucoup en général, d'ailleurs pas seulement sur la musique, c'est-à-dire d'avoir ce rapport, d'être à la fois intégralement charmé, bouleversé jusqu'aux larmes dans un film, mais en même temps une sorte de recul où je me sens libre justement d'être charmé. Voilà. En fait, je déteste que les films veulent coucher avec moi, qui veulent à tout prix. J'aime bien avoir une espèce de liberté par rapport au film, c'est-à-dire où je rentre dedans librement, et après je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que voilà, je sors en larmes d'un film, je suis complètement voilà, mais je me suis senti libre de on m'a pas cherché. Et je trouve que par exemple l'utilisation de la musique au début de Deep Blue Sea, elle est comme ça. C'est qu'à la fois elle me dit entre dans le film, et à la fois c'est très étonnant parce que je pense que tout le monde remarque ça. Quand on voit le film, on se dit mais quand est-ce qu'il va arrêter la musique? J'ai vu d'ailleurs, excuse-moi, j'ai vu un autre film comme ça, c'est un film de Joseph Losey qui s'appelle Maison de poupée, où pendant un quart d'heure il y a une musique de Michel Legrand avec des cuivres, très bizarre, puisqu'après elle disparaît complètement. C'est des choses. Alors moi je regarde ça, je me dis mais c'est quoi qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça, quoi? Et j'aime bien être étonné comme ça, et du coup cet étonnement me permet de rentrer encore plus dans le film. Bon, moi j'ai une question et un sentiment. Je me posais la question en fait, le but de son histoire en fait avec la petite fille et la maman qui partent. Donc mon sentiment ça a été que par rapport à la descente aux enfers, c'est un moment où elle tue avec un pistolet. Ensuite elle revient à la fin, elle va tuer, elle va essayer de tuer l'amante et son mari avec un arc. Au début du film, ils en parlent de l'arc, tuer un cerf avec l'arc. Donc à la fin, je me suis dit, est-ce que c'est réel ou pas? C'est réel ou pas? Est-ce que c'est son roman, en fait, que l'on voit? Ouais, c'est marrant parce que mon assistant, pendant qu'on tournait, me disait ça. Il me disait, en fait, c'est une histoire qu'elle est en train de raconter. Je comprends. Enfin, alors, de façon volontaire, mais je suis pas. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que l'auteur a raison? Ouais, vous pouvez penser, peut-être que c'est très bien comme ça quelque chose m'échappe. Mais pour moi, non. Pour moi, tout ça n'est pas son livre. En revanche, tout ça est une sorte de cauchemar. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien voir le film comme une espèce de descente, comme ça, mais sans arrêt après, pendant une bonne partie du film. Après, elle passe son temps à dormir, à se réveiller, à rêver, même à la fin d'ailleurs, elle est comme ça. Donc, ça joue beaucoup là-dessus, tout de même. Donc, je comprends très bien ce que vous dites. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut penser, mais pas. C'est pas quelque chose de caché au spectateur. C'est pas parce que c'est pas dit que ça y est qu'il faudrait le savoir. Il n'y a pas à décrypter le truc, je pense. Mais si vous voulez le penser, moi ça me gêne pas. Après tout, c'est comme si elle avait réglé ses comptes en écrivant, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est aussi, ça serait une métaphore au fond voilà, de ce quand on écrit, enfin quand on crée, tout simplement.
on règle quelque chose. Donc peut-être qu'elle, en écrivant son livre, à un moment donné, elle s'endort, et puis à la fin, elle se réveille, elle a réglé quelque chose, elle a, son inconscient a réglé. Oui, c'est ça que vous voulez dire? Oui, puis bon, des choses. Je dirais des choses qui se passent au début, dans les discours, d'utiliser son nom, comme vous le disiez tout à l'heure. Après, le fait de tuer à l'arc. Oui, oui. Alors pour moi, ça, c'est vraiment la forme conte dont je parlais, c'est-à-dire que les choses sont c'est comme un... En fait, le film est comme un inconscient où les choses se répondent sans arrêt. Voilà. Donc il y a des échos permanents, des rimes. Effectivement, les choses sont posées, reviennent, mais tout. Hein, sa fille, pendant le dîner, parle de son mec qui a quitté son type. Enfin, tout est en permanence mis en écho. Et bien entendu, tout ce qui se passe avec la petite fille et la femme qui est donc sous la violence du mari. Et qu'elle, voilà. Et toute cette histoire, c'est comme si c'était une répétition de ce qu'elle voulait faire. C'est-à-dire qu'elle veut tuer son mari. Enfin, elle veut tuer son mari. On ne sait pas si elle veut le tuer, mais en tout cas, elle part en Normandie. On se dit, bon, quand même, ça ne va pas se passer très bien. Et donc, on lui offre une sorte de... C'est comme si on lui... le destin, le génie du conte, comme je disais tout à l'heure, lui offrait la situation en disant, bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Et d'ailleurs, en le faisant, je pense, en tuant donc le méchant dans la chambre d'hôtel, moi je me dis quand même que peut-être ça lui permet de ne pas tuer son mari à la fin. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait déjà déchargé sa violence, en fait. C'est comme... c'est qu'elle l'a déjà fait, d'une certaine façon. Donc elle n'a plus à le faire après, je ne sais pas comment dire. Après, ça ne veut pas dire que... Après, elle s'en accuse, donc elle sait que c'est pas bien de l'avoir fait. Mais par rapport au personnage, c'est comme si ce moment voilà, était l'occasion pour elle d'expulser quelque chose qu'elle porte voilà, après la découverte des lettres. Quoi. Bon. Mais c'est une interprétation parce que je pense qu'on peut peut-être en faire d'autres, je ne sais pas. Vous dites qu'elle se venge un peu en tuant le méchant, mais à la fin, qu'est-ce que vous... Enfin, moi, je me demandais s'il ne demandait pas pardon, son mari, jusqu'où ça aurait été. Vous voyez, on ne sait pas s'il ne disait pas pardon, ça n'allait pas décocher la flèche tueuse. Oui, c'est vrai. Mais... Moi, ça m'a fait cet effet-là. Oui, oui. Oui, oui. Mais je pense qu'elle pouvait le tuer avant. C'est-à-dire que je pense que le film montre qu'elle est bonne, en fait, hein, qu'elle tient très bien. Donc, oui, moi, à mon avis, elle ne le rate pas après. Hein, c'est qu'elle fait, elle le chasse. Elle l'a pisté. Ce qu'elle fait dans le film, c'est qu'elle le piste, comme raconte le chasseur, puis ensuite, elle le chasse. Elle attend le pardon. Elle attend le pardon, voilà. Mais je pense là, pour l'instant, j'en ai pas, puisque c'est le premier débat que je fais sur le film. Hein. D'accord. Voilà. Il y a eu une conférence de presse officielle de Locarno, mais je ne suis pas très au point et je n'ai pas encore entendu beaucoup de choses. Mais je pense que ce moment-là est le moment où le plus délicat, enfin le plus, comment dire ça, le plus mystérieux du film. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous savez, quand... alors bon, ça s'est bien goupillé, puisque le coproducteur du film est ami avec Sophie Marceau. Donc, quand j'ai eu l'idée de Sophie Marceau, on a donné le scénario à cet ami, Uri Milstein, qui a passé le... Donc, c'était un vendredi, et il m'a dit, ah ben, je dîne ce soir avec elle. Alors, bon, alors, très bien, alors donne-lui le scénario. Et le samedi, elle a dit oui. Bon, pour vous dire, il y a quand même des actrices qui demandent 1 mois et demi pour lire un scénario. Bon, alors, ils sont amis, bon, ça a facilité un peu les choses. On s'est vu le lundi ou le mardi dans un café, et on n'a pas parlé du film. Mais je pense qu'on n'en a pas parlé parce que il y a quelque chose d'un peu mystérieux quand même. Et que ce mystère, on l'a partagé sans le dire. Parce qu'elle voulait faire le film à tout prix. Hein. C'est devenu son truc, en fait. Bon. Et j'étais absolument ravi, d'ailleurs je tombais un peu des nues. Je me disais, tiens, je m'attendais à devoir expliquer, comme là je fais, c'est-à-dire expliquer par le menu tout le film, le scénario et tout ça. Pas du tout. Il y avait quelque chose qu'elle avait saisi dans le film, elle aime beaucoup le film, donc je suis ravi hein, de tout ce qui s'est passé. Mais ce point mystérieux, je pense que tout ce qui se passe, et ça en l'occurrence, c'était quelque chose qui
qui lui importait, mais on n'a pas pu en parler. Enfin, on n'a pas pu, pas au sens où on peut, enfin, on peut en parler, mais je veux dire, c'était là, comme ça. Et je ne suis pas sûr de pouvoir y poser des mots sur ce moment-là. Oui, oui, il y a un pardon, bien sûr, on peut dire des choses, voilà, et que sans le pardon, elle l'aurait tué, mais pourquoi elle se met contre lui comme ça, enfin, qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est un peu... D'ailleurs, Jean-Marc, tu m'as dit un truc comme ça, hein, tout à l'heure, tu m'as dit un truc qui dépasse un peu... C'est pas une vengeance, au fond, il y a autre chose, voilà, bon, je sais pas trop, mais peut-être que quelqu'un va le dire, et je pourrais dire, ah oui, c'est ça, et du coup, je vais pouvoir le redire après. Et après, juste une petite note un peu d'humour. Est-ce que vous conseillez aux femmes de prendre des cours de tir à l'arc? Ah bah, si vous le demandez à Sophie Marceau, je pense qu'elle vous dira oui, elle a adoré. D'ailleurs, elle tire vachement bien à l'arc, Sophie Marceau. Hein. Elle tire très bien, elle a appris pour le film. Ouais. Voilà. C'est une super question. Super question. Mais je pense que c'est très bien. Moi j'ai essayé, je suis arrivé. Hein, donc, c'est dur. Vous avez essayé? Non, c'est très dur. Moi je l'ai mis par terre, la flèche. Ça donne une impression de puissance, en fait, tirer à l'arc. En fait, quand vous tirez, c'est très dur à être. Et le plus dur, il y avait deux choses. C'était de courir, de s'arrêter, de prendre une flèche dans le carquois, de la mettre comme ça, faire ça et de tirer. Je pensais qu'elle n'arriverait jamais à faire ça. Et elle y arrivait parfaitement. Je me disais, bon, on va faire du montage, on va faire ça en plusieurs plans, tout ça. En fait, c'est en un seul plan. Elle le fait très bien, 2 fois, je crois, dans le film. Et l'autre chose qui est difficile, c'est de tenir l'arc, comme ça. Comme elle le fait à la fin, devant lui, quand il est par terre. Ça, c'est très dur, de rester comme ça. De rester comme ça, c'est très très dur. Mais pour venir à Sophie Marceau, moi j'écoutais, il y avait des émissions cet été là sur France Inter avec sur Bertrand Tavernier. Je ne sais pas si certains ont écouté sur France Inter, il y avait c'était vachement intéressant. Et il y avait Tavernier qui parlait de Sophie Marceau dans La fille de D'Artagnan. Et il en parlait avec beaucoup de, justement, quelqu'un de très physique, qui était une comédienne vraiment ultra physique. Il avait été mais hyper épaté parce qu'elle n'avait jamais fait de cheval, tu vois, et puis elle avait dû vraiment s'y mettre. Et elle, tout de suite, elle est montée sur le cheval, elle est partie, enfin, et que ça a été exceptionnel. Le tournage, il disait, je ne sais pas si vous l'avez vu, La fille de D'Artagnan, enfin, film de Tavernier qui peut paraître mineur, mais qui fait vraiment partie de ce qu'il aimait beaucoup, un peu comme dans La princesse de Montpensier, c'est de faire des films quand même un peu épiques. Donc c'est ce que tu expliquais avec quand elle a commencé à tirer à l'arc, quoi. Il y avait quelque chose de... Ah oui, non, mais en plus, c'est une femme sportive, Ouais. c'est un peu un truc sportive, et très généreuse, et intelligente aussi. Enfin, tout ce qu'elle a proposé pour le film était juste. Donc, c'était par exemple, c'est un détail, vous voyez, mais par exemple, comme ça je me souviens que lorsqu'elle découvre les lettres dans la remise, et puis après elle va fouiller dans l'ordinateur de son mari pour trouver l'adresse de là où il est parti en Normandie. Et dans le scénario, les 2 scènes étaient consécutives, l'une après l'autre. Et pendant le tournage, je me suis dit, mais ça va aller un peu vite de te voir dans la remise, et puis après, paf, tout de suite à l'ordinateur. Ça va y avoir un truc de rythme qui ne va pas aller, il faut quelque chose de plus... Il faut qu'il y ait un temps. Et donc, je me dis, bah, je sais pas, peut-être que à un moment donné, tu es tellement accablé, tu es assise quelque part, et puis tu ne sais pas trop quoi faire, et puis après... on va te voir un peu comme ça, puis après on va te retrouver en train de fouiller l'ordinateur. Elle m'a dit oui, d'accord, bon. Et puis, donc j'ai rajouté un plan comme ça, au plan de tournage, plan de travail. Et puis le lendemain, elle arrive, elle me dit, mais non, je ne peux pas être assise. Alors, et tout à coup, quand elle a dit ça, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, elle ne peut pas être assise. Tout à coup, c'est dans un mouvement. Et donc, il y a un plan qui est entre, dont vous ne vous souvenez pas sans doute, mais qui est entre les deux, où elle va de la remise dans la maison, où elle marche longuement, et la caméra la suit comme ça, et donc elle est en mouvement d'ailleurs, elle a un truc physique. Et c'était beaucoup plus juste de faire comme ça que de la faire s'asseoir. C'est ça que je veux dire aussi, c'est qu'elle a apporté quelque chose aussi. Parfois, les acteurs, quand ils pénètrent, quand ils sont pénétrés complètement dans le personnage, ils savent aussi ce qui est bon, ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, des fois plus que moi. Et je trouve ça merveilleux, moi. Je
suis ravi, je suis aux anges quand ça se passe, ça. Oui, moi je voulais faire juste une remarque. J'ai été impressionnée par ce rôle de Sophie Marceau, qui à mon avis est un peu un contre... enfin, elle a joué vraiment un personnage qui a priori ne lui correspondait pas. On l'aurait presque plus vu dans le rôle justement de la maîtresse. Et j'ai trouvé ça très fort, parce qu'elle s'est vraiment... Elle a complètement changé cette image qu'on pouvait avoir d'elle. Donc ça m'a assez impressionné, la façon dont elle a joué. Écoutez, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, merci, mais je sais pas, en fait, on n'a jamais vraiment parlé de ça. J'ai perçu que c'était un rôle qui lui était nécessaire, qui tombait pile au bon moment pour elle dans sa vie. Voilà. Alors vous dire pourquoi, j'en sais rien, je ne connais pas sa vie, mais c'est quelque chose elle a tenu absolument à faire ce rôle. Voilà. Et sans doute qu'elle y a vu quelque chose, je ne sais pas, comme vous dites, enfin je sais pas. En tout cas, il n'y avait pas l'idée du contre-emploi au sens, bon, on va lui faire jouer des trucs qu'elle ne fait pas. Parce qu'en plus, ce genre de choses, bon, quand on voit les films de Zulawski, tout ça, bon, c'est vrai qu'elle était beaucoup plus jeune, mais elle a fait des choses comme ça, un peu, enfin je veux dire, qui n'étaient pas... Elle a pris des risques avec son image, on va dire. Voilà. Et là, en plus, elle était très... elle n'a quasiment pas de maquillage. Elle a voulu juste changer sa coiffure parce qu'elle m'a dit j'en ai assez de ma coiffure. J'en ai marre d'avoir cette coupe, tout ça que j'avais dans tous les films. Et donc, elle a créé avec la coiffeuse, comme ça, ce truc très simple. Hein. C'est pas rien de mirobolant. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un truc qu'il fait pour se remarquer. Mais elle n'est pas coiffée comme d'habitude. Voilà. Donc, elle avait juste envie de changer ça. Mais après... Puis c'est quelqu'un qui n'est pas, enfin sur le tournage je peux donc en témoigner, elle n'était pas du tout soucieuse de son image. Enfin je veux dire, vous savez quand on tourne, on a une télé là pour regarder un peu les plans qu'on fait, et moi je suis très hostile à ce que les gens viennent regarder. Pour ça c'est pour le chef-op, la script et moi, mais pas pour les autres, parce qu'on perd un temps fou, sinon tout le monde s'agglutine sur ce truc. Elle a dû regarder à un moment donné. Elle m'a dit, je peux voir là le plan comme ça, mais c'était au bout de 2 semaines, je crois. Enfin, je veux dire, elle peut la regarder ça une fois ou deux, et puis c'est tout. Alors que je peux vous garantir qu'il y a des acteurs et des actrices qui sont scotchés à ce truc pour voir quelle tête ils ont. Ce qui est un problème, parce que moi, c'est ce que je redoute le plus. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi pourquoi j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes gens. Parce que les jeunes gens, ils sont entièrement disponibles et ils ne savent pas l'image qu'ils ont, qu'ils produisent d'eux-mêmes. Alors que les acteurs, ils savent très bien. Trop. Ils contrôlent trop. Alors du coup, ils sont très soucieux de ça. Je parle pas... Enfin bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a quand même des exemples là-dessus complètement délirants, quoi. Je savais que ce n'était pas son cas, mais à ce point-là, je ne savais pas. C'est-à-dire, je pensais que tout de même, elle serait quand même un peu soucieuse. Mais pas du tout. Vous voyez ? C'est-à-dire que si, par exemple... Enfin, bon, on fait un plan comme ça, puis il dit, bon, bah, tu vas rentrer par là, tu vas t'asseoir ici. Alors voilà, il y a des acteurs ou des actrices qui regardent comme ça, puis ils disent, ah ben non, je vais plutôt rentrer par là et m'asseoir là, parce que la lumière, elle est mieux de ce côté, pour ma tête. Et c'est des gens qui sont tout de suite, qui savent tout de suite l'effet qu'ils font, où ils sont. Vous voulez le croiser dans l'ascenseur, ils se mettent au bon endroit par rapport à la lumière, quoi. Voilà. C'est pas son cas. C'est pas son cas. Et moi, si vous voulez, en tant que cinéaste, avoir affaire à des gens qui sont uniquement soucieux de leur image, qui sont beaucoup soucieux de leur image, ça me stresse à l'avance, parce que du coup, je sais que ça va y avoir quelque chose qui va pas être... c'est quelque chose qui n'appartient pas au film, qui appartient à autre chose, qui appartient à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et qu'ils veulent donner au public, dans les magazines, dans les films et tout ça, qui n'a rien à voir avec le film, qui est un truc complètement indépendant. Hein, avec n'importe quel film, c'est comme ça. Et donc... Je ne dis pas qu'il ne faut pas tourner avec ce genre d'acteurs, parce qu'il y a parfois des acteurs merveilleux comme ça, c'est pas la question. Mais moi, je sais que j'aime plutôt tourner avec, je préfère tourner beaucoup avec des acteurs, actrices comme ça, et parce que c'est pas leur problème. Leur problème, c'est d'incarner un personnage crédible dans une histoire et qui soit vrai, et non pas offrir l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, qu'ils pensent qu'ils devoir offrir au public. Voilà, et donc, j'ai pu constater, mais d'ailleurs c'était le cas de tous les acteurs du film. Mais bon, vous savez, il y a un moment, quand je commence à avoir un petit peu l'habitude, maintenant, alors, bon, le cas de Sophie Marceau est un cas particulier, mais disons, tous les acteurs qui sont moins connus, tout ça, je ne m'entoure que de gens bien.
Ah oui, ça c'est... Ouais. Équipe comprise. C'est-à-dire je ne supporte plus les rapports de pouvoir, les gens qui veulent ou ce que je viens de décrire pour les acteurs. Donc dès que je détecte, mais ça se détecte assez vite, hein, quand on a l'habitude, quand je détecte que quelqu'un s'adore et veut montrer une image de lui-même, je ne veux pas moi. Même s'il est bon. Je préfère, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour faire, oui. C'est toute l'histoire de ton cinéma aussi. Enfin, il y a toujours, quand on est monte en spectateur, c'est ce qu'on voit à l'image aussi. Il n'y a pas quelque chose. Tu ne fais pas des films, entre guillemets, aimables tout le temps. Enfin, tu vois, ces personnages ne sont pas. Voilà, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on aime justement ce cinéma qui. Mais pour venir à Sophie Marceau, elle est réalisatrice aussi. Et c'est étonnant, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces films en tant que réalisatrice, mais ils sont pas très bien sortis, hein, ces films. Mais elle a justement aussi elle a un œil assez aiguisé, moi je trouve, sur la manière de raconter ses histoires. Elle est assez étonnante. Oui, d'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit beaucoup de bien de son premier film, que je trouve bien, qui s'appelle Parlez-moi d'amour, avec Julie Golach et Mélissa Restrup, où elle raconte son histoire avec Zulawski. De façon très, oui, mais de façon très délicate, pas du tout un truc, pas à charge, je sais pas quoi, c'est pas un règlement de compte. Parce qu'il y a des idées de plan, il y a des idées de cinéma dans ce film comme ça. Et j'ai vu que ça lui faisait très plaisir, parce qu'on doit la complimenter surtout pour ses rôles dans les films. Je pense que peu de gens lui parlent de ces films. Et évidemment, je craignais, mais pas beaucoup. Vous savez, quand quelqu'un est réalisateur et qu'il tourne comme acteur, je me dis, est-ce qu'elle ne va pas être un peu. Elle va pas se mêler de la mise en scène du film, puisqu'elle-même a fait 3 films. Pas du tout. Elle joue. Voilà. Et elle a quelque chose quand elle joue qui n'est pas. Qui est comme ce que je décrivais par rapport à son image, c'est-à-dire qui n'est pas. Qui est contrôlé suffisamment, parce que sinon il faut du contrôle quand on est acteur, pour dire du texte, pour créer des effets pour la scène, et d'un autre côté, elle se jette dans les scènes, dans les plans, avec quelque chose qui, je pense que c'est ce qui plaît au public, ça, pour le coup, en général. C'est-à-dire, je pense que on sent qu'une forme, alors, je ne sais pas comment il faut appeler ça, peut-être de naturel, ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui n'est pas de l'ordre entièrement de la fabrication. Voilà. C'est pas entièrement fabriqué. C'est contrôlé et avec quelque chose de plus que moi j'aime énormément et qui, à mon avis, là ils ont une fragilité. C'est-à-dire c'est pas complètement bouclé sur soi. Il y a des acteurs magnifiques, mais où tout est contrôlé. Alors moi je peux admirer, mais c'est comme un virtuose qu'on admire, alors que les gens qui ont une sorte qui ne contrôlent pas tout, qui ont une forme de fragilité dans leur force, c'est ceux-là, je trouve, les plus émouvants, pour moi. Bon, en tous les cas, on est ravis de pouvoir de t'avoir reçu, parce que c'est vraiment une superbe leçon de cinéma. On a appris plein de trucs et on a vraiment envie que ce film il trouve vraiment son public. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Hitchcock. Non, moi j'ai pensé, non, parce que ça vous arrive. Je crois que non, mais parce que on n'a pas parlé, non, vous n'avez pas pensé à Hitchcock, non, il y a. Hein, les décors et les escaliers. Les escaliers, Tu as pensé, non? Non, inconsciemment. Non. Non, pas non. Voilà, pardon. Mais j'ai pensé que de temps en temps la musique pouvait évoquer la musique de Bernard Herrmann dans certains films. Ouais. Mais je pense que le film, un peu comme tout à l'heure je parlais de conte, je pense que ça s'apparente. Oui, alors le côté Rebecca, alors, mais ça s'apparente plus au film de Fritz Lang, comme, excusez, je fais un peu snob du coup là, mais les films comme La femme au portrait ou des films comme ça, c'est-à-dire des films, c'est un peu des films noirs, mais c'est quand même un peu aussi des sortes de petites femmes, de petits contes comme ça. Voilà. Hitchcock n'a pas tellement fait ça, enfin, non, pas vraiment. Mais non, mais c'est un cinéaste auquel je ne pense pas. C'est un grand cinéaste auquel je ne pense pas. Merci beaucoup Jean-Paul, on te remercie beaucoup. Merci.